formant cette assemblée souveraine prompte à juger, chères contradictrices, puissiez-vous nous donner une bonne impression, bien qu'il vous incombe en partie de défendre l'inverse. Chère assemblée sans voix, mais sensible aux mots de ceux dont elle vient s'abreuver, gare au naufrage, bonjour. La première impression est-elle toujours la bonne? La première, parce qu'elle est la première, rien d'autre ne la précède. L'impression paraît être conçue par l'instinct, elle paraît être la forme avant le fond. Ces termes sont larges, la démonstration doit l'être aussi. Sinon, cela reviendrait à prendre une étoile dans le ciel et à considérer que le ciel est cette étoile. Or, l'étoile est bien le ciel, mais elle en fait partie. Elle n'en constitue pas un tout. Je ne veux pas cantonner mon propos à une réalité qui ne serait qu'une réalité partielle. La première impression est donc l'instinct, elle est la forme, mais surtout, elle ne tient pas tant à celui dont elle émane qu'à celui qui l'aperçoit. Toujours, tout le temps. Le passé, le présent, le turfu, comme disait Bouba. Dans le temps, il y a le jour tout le temps, toujours tout le temps. Dans le temps, il y a le jour, il y a la nuit. Et l'on n'a d'impression que lorsqu'on est en éveil. Je pense, donc je suis. Un classique. La première impression était toujours la bonne. Bonne, c'est le bien. Le bien, c'est l'inverse du mal. On a bien fait de se lever aujourd'hui. Le bien, c'est l'inverse du mal, et c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, vide que vient combler la première impression. Alors, deux choses. Au-delà de percevoir que la première impression ne peut être que bonne, il va surtout s'agir de comprendre pourquoi. Et surtout, vous réaliserez que la première impression peut être fausse, elle sera quand même toujours la bonne. D'une part, la première impression est toujours la bonne. Mais alors pourquoi? Elle est bonne car elle est l'instinct, elle est l'intuition. L'intuition, c'est la raison profonde dépossédée de son jugement. C'est pour ça qu'elle nous fait peur. Prenons une vérité générale. J'aime les vérités générales. La première impression qu'on a toujours tous eue, c'est qu'il fallait viser haut. Vous trouvez toujours des gens pour vous dire de freiner vos ambitions, de ne pas viser trop haut. Pourquoi viser la Lune? Parce que quand on rate la Lune, on atterrit dans les étoiles. L'instinct est porté par les sens. Les sens vous préservent bien plus souvent qu'ils ne vous trahissent. J'ai dit que le sens devait être large pour que, quelle que soit la définition qu'en réalité on puisse donner, la première impression soit toujours la bonne, quel que soit le sens que vous donnerez bien à ces termes. La première impression était la bonne. La première impression était celle de Gutenberg. Gutenberg qui a permis à la pensée de se répandre en Europe et partout dans le monde. C'est cette impression-là qui est la bonne. Vasco de Gama, Fernand de Magellan, eux ont eu l'impression d'avoir, oui, que c'était la bonne. Vasco de Gama, Fernand de Magellan, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils sont restés sur leur première impression, celle qui leur soufflait que c'était possible, parce que c'était la bonne. N'oubliez pas ce que disait le sage au sommet de la montagne. Ah merde, ça fait haut quand même. Parce que le sage est aussi pragmatique, et bien parce qu'il est au sommet de la montagne. Sa première impression est juste. On pourra me rétorquer, oui, la vie ne fait pas le moine. Mais bien souvent, on oublie que ceci n'est que le début du proverbe. La vie ne fait pas le moine, mais sans la soutane, on ne reconnaît pas le prêtre. L'avocat n'est avocat uniquement parce qu'il porte la robe, tout comme le vin est le vin pour cette même raison. Ainsi, la première impression est toujours la bonne, car elle tient de l'instinct, et l'instinct balaye les acquis. Il balaye ses acquis pour ne laisser qu'une première impression, une première impression qui a été et sera toujours la bonne. Mais en réalité, il est aussi également impossible de ne pas avoir de première impression. Ainsi, peu importe qu'elle soit fausse, elle est bonne parce qu'elle existe et elle se suffit à elle-même. En effet, la première impression peut être fausse, elle sera toujours bonne. Prenez l'exemple des a priori et des préjugés. La doxa générale vous dirait, les a priori et les préjugés, c'est mal. Je vous répondrais, une entité qui n'a pas d'a priori et de préjugés, ça s'appelle un caillou. Ce strapontin n'a pas de préjugés, il n'a pas d'a priori. En réalité, les préjugés et les a priori ne nous renseignent pas sur les autres, ils nous renseignent sur nous-mêmes. Ils nous mettent face à nos propres idées préconçues, face à nos propres contradictions. L'impression, je l'ai déjà dit, est celle des sens. Elle peut être fausse, mais elle peut être bonne. C'est le cas de l'illusionniste. L'illusionniste vous ment, il vous manipule, mais il vous ment pour votre bonheur. Tel le magicien qui fait un tour de cartes. Il vous ment car il vous fait croire que ce que vous voyez est la réalité. En réalité, il vous montre bien la seule chose qu'il veut bien vouloir vous montrer, mais il le fait pour votre bonheur.
Ce qu'il vous montre est faux, la carte n'a pas été remise dans le paquet. Pourtant, cette première impression est la bonne parce que c'est celle qui vous procure de la joie et du bonheur dans l'insouciance de ce tour simple. Alors sur la définition, oui, c'est vrai. L'impression ne tient pas tant à celui qui la donne que celui ou celle dont elle émane. C'est le cas des étoiles. Lorsque vous regardez une étoile au fin fond de la galaxie, en réalité, celle-là n'existe peut-être déjà plus, le temps que la lumière parvienne à vos yeux. Pour autant, ce n'est pas là la première impression que vous en avez. La première impression est celle aussi du présent, pas seulement du passé et du futur. La première impression, c'est de vous dire que cette étoile est belle, et vous auriez bien raison. La première impression nous porterait également à croire que la quantité ne fait pas la qualité. Et pourtant, cette deuxième rattrape parfois la première. Une argumentation est faite de nombreux moyens divisés en plusieurs branches. Lorsque l'argumentation est piètrement construite, c'est que ces moyens-là ont dû louper des branches. Et à ce moment-là, il est temps de sortir la tronçonneuse. Car quand le chant des sirènes, l'arbre cesse de cacher la forêt, on mange les pissenlits par la racine, et ce sont les écureuils qui ne sont pas contents. Prenons un dernier élément. Il ne faut pas juger sur l'apparence, il faut en réalité apprendre à le faire. C'est ce que Thomas Alan Water, dans son livre Esprit, mythe et magie, nous a montré. Il nous pose cette analyse avec une simple paire de lunettes. Il donne cette paire de lunettes à quelqu'un qui ne savait pas être en fait mentaliste. Cet homme-là en déduit une chose. Il déduit que cette paire de lunettes appartient à un homme d'un âge assez mûr, qu'il est militaire, qu'il est resté longtemps stationné en bord de mer, qu'il mesure 1m80, qu'il est gaucher, qu'il est voûté, qu'il est organisé. Comment un tel tour de force est-il possible avec une simple paire de lunettes? Est-il médium? En réalité, il ne s'agit que d'un raisonnement. Il ne s'agit que de déduction. La paire de lunettes est un modèle produit dans les années 1940 par l'armée. Ça, c'est un élément de culture générale. Dans les années 40. Il vit en bord de mer simplement parce que le métal est oxydé. Pour ce qui est du volume et de la taille de la personne, le volume de la tête est proportionnel au corps. Essayez avec d'autres lunettes et avec d'autres personnes. Essayez sur vous-même, vous verrez s'il est particulièrement efficace. Le cerné est orienté vers la gauche, les lentilles sont fortes, il est donc très myope et se penche pour mieux voir ce sur quoi il travaille, etc. Ce n'est que de la déduction. Et enfin, j'aurais souhaité vous parler de Van Gogh, mais le temps me manque, alors laissons-le dormir sur ses deux oreilles.